Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Sophia Maroug, qui est maître de conférence à la Sorbonne Abu Dhabi et qui est de passage à Paris. Elle publiera début septembre dans la revue Politique étrangère un article intitulé « Iran, anatomie d'un pouvoir en guerre ». En septembre paraîtra également aux presses universitaires de France l'ouvrage tiré de sa thèse de doctorat intitulé « Une histoire des gardiens de la Révolution, de la guerre Iran-Irak à la guerre douce ». Dans cet épisode, enregistré le 30 juillet 2026, nous allons nous focaliser sur l'organisation de pouvoir en Iran et sur les évolutions internes au régime observées depuis le début de la guerre, fin février. Sophia, bonjour et merci d'avoir accepté de revenir à ce micro. Bonjour Marc. Dans votre article, vous expliquez que le régime iranien a une structure duale avec d'une part une organisation étatique assez classique, ce que vous appelez l'héritage romano-germanique, et d'autre part des institutions révolutionnaires. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer cette dualité à nos auditeurs ? Oui, alors j'explique cette dualité dans l'article parce que j'estime qu'elle est une spécificité propre au régime iranien et qu'elle est essentielle pour comprendre la structure du pouvoir en Iran, qui a la spécificité de faire cohabiter deux types de légitimation. Et donc, surtout dans la période de la guerre, cette dualité permet de comprendre où est-ce que le pouvoir en Iran se déplace et pourquoi, par exemple, des institutions comme la présidence ou le Parlement en Iran ont des pouvoirs assez limités. Donc, depuis la révolution islamique de 1979, la République islamique fait cohabiter deux types d'institutions. La première, dite de domination légale rationnelle, pour reprendre un terme weberien, ce sont la présidence, les ministères, le Parlement, le corps diplomatique, le corps préfectoral, donc il y a des institutions qui s'intègrent à la famille juridique romano-germanique, avec un droit codifié, une centralité de l'État et une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Alors en Iran, elle est illusoire cette séparation, mais elle existe grâce à ces institutions. Et à ce type d'institutions, se sont créées des pures organisations de la République islamique, qui sont des institutions révolutionnaires, donc un héritage de l'idéologie romainiste. Donc on a le guide suprême, mais on a aussi tout un archipel de conseils qu'on appelle les shura, qui vont avoir un certain nombre de prérogatives qui sont supérieures aux institutions rationnelles légales et qui sont directement pilotées par le guide. Et contrairement aux agents des institutions conventionnelles, les agents des organisations révolutionnaires ne sont pas élus au suffrage universel et donc elles vont être directement nommées par le guide suprême. Alors, elles sont expliquées en détail dans l'article, on ne va pas faire le catalogue de toutes ces institutions révolutionnaires, mais parfois on peut se retrouver dans une situation encore plus complexe où ces deux types de légitimation se retrouvent dans une même institution. C'est le cas d'un conseil qui a été assez important pendant la guerre depuis février 2026, qui est le Conseil suprême de sécurité nationale, ou le CSSN, puisque c'est ce conseil qui dirige la guerre et officiellement c'est une institution qui est plutôt mixte. Donc elle est présidée par Massoud Pezeshkian, qui est le président de la République. Il réunit le chef des trois pouvoirs, des ministres, des représentants du guide. Donc c'est officiellement un lieu de collégialité. Mais en vérité, si on regarde la constitution iranienne, toute décision devient exécutoire qu'après confirmation du guide suprême. Donc cette collégialité s'arrête là où commence l'autorité du guide. Et quand on regarde, par exemple, qui a été nommé secrétaire de ce conseil en mars 2026, qui s'appelle Mohamed Bagher Zorhad, on va en parler après. Il a succédé à Ali Laridjani. Oui, exactement, on va en parler un petit peu. Et donc, c'est pas du tout un diplomate, c'est pas un homme d'État, c'est pas quelqu'un qui a travaillé dans la haute fonction publique, c'est un militaire de carrière. Et on voit très concrètement comment l'ordre révolutionnaire, ou plutôt l'ordre des gardiens de la Révolution, absorbe en pratique ce qui devait être un espace mixte. Et donc, c'est important de comprendre cette dualité parce qu'elle a conduit à plusieurs écueils d'analyse jusqu'à aujourd'hui. Soit parce que l'on a décidé de lire le pouvoir iranien
exclusivement à travers ces institutions rationnelles légales, ces diplomates de carrière, par exemple, donc les diplomaties américaines ou les diplomaties européennes qui se sont surtout appuyées sur les diplomates iraniens, à tort, soit parce que l'on s'est focalisé essentiellement sur la figure du guide suprême, de manière très verticale, en pensant qu'il n'y avait aucune répartition du pouvoir et de la compétence pour administrer un État en Iran, et donc qu'il n'y avait aucun autre pouvoir pour conduire la guerre. Et ça semble être le cas de plusieurs lectures néoconservatrices ou de l'administration américaine encore aujourd'hui. C'est pour ça que cette dualité est importante. Je précise pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu une formation en sociologie ou en sciences politiques, que le vocabulaire qui peut sembler un peu compliqué, de rationnel légal, etc., ça vient vraiment donc de Max Weber, qui est un grand sociologue allemand, qui avait théorisé en fait l'État et puis les formes de légitimité rattachées à l'État, notamment dans un ouvrage qui s'appelait Le savant et le politique. Je ferme la parenthèse et je reviens à l'Iran. Vous avez dit qu'on n'allait pas faire la liste de toutes ces institutions révolutionnaires islamiques, mais j'aimerais quand même que vous nous expliquiez ce qu'est le Conseil de discernement. Oui. Alors, le Conseil de discernement arbitre les litiges entre le Parlement et le Conseil des gardiens, parce que le Parlement vote les lois, et donc ces députés sont élus au suffrage universel. En revanche, le Conseil des gardiens est constitué de clercs et de laïcs qui sont nommés directement par le guide et qui sont chargés de vérifier la conformité des lois vis-à-vis de la charia et vis-à-vis du système de la République islamique. Le problème, c'est que ce conseil de discernement aujourd'hui est complètement infiltré par les gardiens de la Révolution et donc est à l'avantage du conseil des gardiens pour le vote des lois. Donc il y a très peu de décisions, de débats parlementaires et législatifs en Iran aujourd'hui. Alors justement, vous me tendez un peu une perche parce que j'aimerais qu'on pousse un peu cette opposition entre la norme, on va dire laïque, et la norme religieuse. Quelle est aujourd'hui la place de la norme religieuse en Iran? Et est-ce qu'on peut dire que le guide suprême, qui avait l'air d'incarner cette norme religieuse, est aujourd'hui moins central, voire marginalisé dans le système iranien? Oui. Ça rejoint cette idée longue que l'Iran était un régime des mollahs, donc en 79. On en avait déjà parlé lors de l'émission de mars. Donc c'est une expression qui est devenue désuète parce qu'il y a une mainmise des gardiens de la Révolution dans l'appareil de l'État, donc des laïcs de carrière. Ça, on commence à le comprendre aujourd'hui. Et aussi parce que la gestion de l'État et donc la gestion de la guerre se sécularise en Iran. Ce qui veut dire qu'on ne se réfère pas ou qu'on ne se réfère plus à la charia, à la loi religieuse pour faire la guerre. Et ça explique pourquoi également il y a eu des évolutions sur la figure du guide suprême et une sécularisation aussi progressive de sa fonction depuis 1979. Parce que quand Khomeini arrive au pouvoir en 1979 et qu'il mène cette révolution islamique et qu'il met en place ce régime islamique, Khomeini disposait d'un charisme révolutionnaire, personnel, religieux, puisque c'était le guide de la révolution islamique. C'était celui qui avait aussi mené les troupes contre l'attaque irakienne en Iran dans les années 80. Et donc ce charisme n'est transmissible à personne. Et je fais encore une fois référence à Weber, parce que Weber l'explique très bien. Et de plus, Khomeini avait la particularité de disposer d'une fonction religieuse très importante dans le clergé chiite qui s'appelle celle du marja, donc littéralement la source, la référence. Et dans les années où Khomeini est guide suprême, donc de 79 à 89, il faut être marja pour être guide suprême. Mais à sa mort en 89, déjà personne n'est marja autour de lui, sauf un ayatollah qui s'appelle Montazeri et qui s'est opposé à Khomeini dans les dernières années de sa vie. Et donc, Khomeini a voulu l'écarter. Et donc, Khomeini convie des experts à ce moment-là, juste avant sa mort, pour amender le texte de la Constitution in extremis. Et le guide n'a plus besoin d'être marja. Donc, quand Khamenei arrive au pouvoir en 89, il n'est pas marja, il est un simple Hojatul Islam, donc c'est un titre de rang intermédiaire. Et donc, d'un homme plutôt providentiel qui était Khomeini, qu'on l'apprécie ou non d'ailleurs, mais on arrive à une fonction de guide suprême qui est plutôt une charge bureaucratique et sécuritaire pour maintenir le régime et non pour maintenir l'autorité cléricale.
Et surtout, on ne prend pas compte des qualités personnelles de celui qui occupe le titre de guide suprême. Donc il est beaucoup plus facile de devenir guide suprême aujourd'hui. Et comme Ramenei ne disposait plus d'une fonction cléricale prestigieuse et que la fonction du guide de facto perdait de sa superbe, il s'est rangé derrière un appareil sécuritaire compétent et loyal pour maintenir ce régime. Et donc il s'est rangé derrière les gardiens de la Révolution durant tout son mandat, donc de 89 à 2026. Et pour son fils Mojtaba, c'est à peu près le même problème avec d'autres qui s'ajoutent, puisque la figure du guide suprême reste une fonction exécutive, a perdu de son autorité charismatique puisque Mojtaba n'est pas non plus marja, il est Hojat ol-Islam comme son père, donc de rang intermédiaire. Et surtout, sa figure peut s'affaiblir davantage parce qu'on entre dans une succession qui devient héréditaire par le sang. Alors que la révolution iranienne a quand même lieu pour mettre fin à une monarchie de droit divin. Donc, et il semblerait d'ailleurs que sa nomination en mars 2026 doit énormément au soutien du corps des gardiens de la Révolution, et plusieurs spécialistes ont repéré que dans le vote de l'Assemblée des experts qui est chargée de nommer le guide, il y avait une opposition assez grande pour nommer Mojtaba Ramenei. C'était 25 votes contre sur 88. Alors ce n'est pas la majorité, mais c'est beaucoup plus important que ce qu'on a connu pour l'élection de Ramenei, par exemple. Donc, Mojtaba n'a pas non plus de légitimité religieuse. Et son autorité politique s'est surtout formée par le réseau très puissant d'affidés de son père et un empire économique qui est très solide via la Maison du Guide et les consortiums économiques qu'il détient. Je voudrais quand même nuancer l'idée qu'il y ait un affaiblissement du clergé dans toutes les parties de la République islamique parce que et je l'explique dans l'article, le clergé n'a pas perdu toute sa fonction symbolique en Iran. Et déjà parce que beaucoup de clercs qui n'ont pas forcément d'avantage politique se consultent au quotidien la communauté des croyants et donc les Iraniens, et parce que beaucoup ont pris des positions très critiques vis-à-vis de l'appareil sécuritaire et répressif qui était en train de se mettre en place. D'ailleurs, beaucoup sont assignés à résidence. Et ce qui a fait que, par exemple, certains ayatollahs ont prononcé des fatwas pendant la guerre des 12 jours en 2025, par exemple, pour assurer le maintien de la défense, appeler le maintien de la défense iranienne, le maintien de l'intégrité territoriale du pays et surtout à punir les belligérants contre l'Iran. Donc, il y a une fonction symbolique, parfois même messianique, du clergé et du guide, toujours, en Iran. Et en lisant votre article, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus que symbolique, parce que vous dites, par exemple, pour le fameux Memorandum of Understanding, qui a créé un cessez-le-feu très précaire, qui a pris fin assez rapidement, vous expliquez, c'est signé formellement par le président, mais il ne peut pas le faire sans l'approbation du guide. Donc il a quand même un vrai rôle effectif, le guide suprême. Oui, bien sûr. Mais pas forcément par une autorité religieuse, encore une fois, parce que dans le clergé et dans la hiérarchie cléricale, qui ne se délimite pas à l'Iran pour le chiisme, qui se délimite à beaucoup plus de pays, qui prend en compte beaucoup plus de pays, Mojtaba Ramenei n'a aucune position de haut rang. D'accord, c'est plus clair effectivement dit comme ça. J'aimerais que vous développiez, s'il vous plaît, un concept qui va encore permettre de poursuivre cette réflexion sur la place du religieux face au séculier, etc., qui est le concept de maslahat. Et vous nous expliquez dans Politique étrangère que c'est un concept très important pour comprendre l'évolution de l'organisation du pouvoir en Iran pendant la guerre. Alors, encore une fois, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de vive voix pour nos auditeurs ? Oui. C'est important de revenir au texte, hein. C'est pour ça que je parle du concept du maslahat, parce qu'il n'apparaît pas dans la pratique du pouvoir, mais dans les normes qui existent en Iran. Et c'est un concept qui est très éloquent pour comprendre la situation actuelle. Donc on peut le traduire dès maintenant par primauté de la raison d'État. On va le décortiquer. Et d'ailleurs, j'aimerais juste signaler la publication d'un ouvrage d'une chercheuse française qui s'appelle Eva Zahiri, qui a travaillé sur ce concept de maslahat, qui va paraître fin septembre, et qui montre comment le droit étatique absorbe le droit religieux.
Donc le concept de maslahat vient d'une tradition juridique d'abord sunnite, qui désigne en traduction littérale l'intérêt public ou le bien commun. Et quand Khomeini arrive en 79, il se réapproprie ce concept pour lui donner une portée beaucoup plus politique. Et le maslahat devient la primauté de la raison d'État ou la primauté de l'intérêt de l'État sur le religieux. Et d'ailleurs, il avait même écrit une lettre à Ramenei en 88 où il dit qu'une loi religieuse peut être suspendue si l'intérêt de l'État l'exige. Et ça passe souvent inaperçu alors que c'est un renversement complet de la hiérarchie des normes et de la vision du pouvoir en Iran, puisque ce n'est plus la religion qui borne le politique en Iran, c'est le politique qui décide de ce que la religion peut encore autoriser. Mais j'imagine quand même que ça ne va pas jusqu'à remettre en cause les préceptes qui sont écrits noir sur blanc dans le Coran. Non, mais il y a toujours cette gymnastique juridique, parce que l'Iran est un pays de droit, un pays constitutionnaliste, alors constamment détourné, mais c'est un pays qui s'applique aux normes juridiques. Et donc, il y a quand même toujours cette exception pour ne pas appliquer une loi religieuse au nom de la raison d'État. Et c'est très important de le comprendre parce que c'est vraiment une spécificité iranienne, à mon sens, aujourd'hui. Et donc, ce principe n'est pas constitutionnalisé tout de suite, il est constitutionnalisé un peu plus tard, en 89, quand Khomeini va mourir. Et par la présence de ce maslahat dans la Constitution, le terme de crise politique détient un statut juridique. Et donc, on met en place des institutions en Iran qui sont chargées d'empêcher la crise intérieure comme extérieure. Donc la crise intérieure, ça veut dire les manifestations, et la crise extérieure, ça veut dire la guerre. Et on crée également des institutions comme ce conseil de discernement qui sont chargées d'arbitrer les litiges entre les autres institutions qui existent. Donc on a parlé de ce conseil. Donc en temps de guerre, ce principe de maslahat, donc de la primauté de l'État sur le religieux, est réactivé. Et on retrouve aussi parfois ce mécanisme pour maintenir l'ordre social. Alors j'en parle plus longuement dans l'article, mais il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises en Iran quand il n'y a pas la répression systématique par les armes. Mais par exemple, Khomeini avait autorisé la réassignation sexuelle dès la fin des années 80. Autre phénomène intéressant, après les manifestations de 2022, le port du voile est toujours obligatoire en Iran, mais il y a eu des sas de tolérance beaucoup plus grands. Et donc aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus de femmes dans la rue en Iran sans voile. Donc ça, c'est des petits espaces de tolérance qui sont donnés pour maintenir cet ordre social qui dépasse quand la répression meurtrière ne suffit pas. Vous avez mentionné plusieurs fois le corps des gardiens de la Révolution, qui a d'ailleurs été le cœur de votre thèse de doctorat. Si on vous suit bien, le pouvoir a basculé essentiellement entre les mains des gardiens de la Révolution. Ça s'est peut-être renforcé avec la guerre, vous allez nous le dire, mais cette évolution n'est pas si récente que ça. Avec une nuance quand même qu'il faut comprendre. Alors on a très bien compris aujourd'hui que le corps des gardiens de la Révolution, je crois, avait pris le pouvoir en Iran. Et d'ailleurs, on le voit avec la guerre, c'est-à-dire... on va parler de toutes ces personnalités, Ghalibaf, Vahidi, qui sont au poste de commandement aujourd'hui pour conduire le conflit. Je veux dire qu'il ne faut plus comprendre le corps des gardiens de la Révolution comme une institution qui est unifiée, avec un commandement unique qui gouverne. Aujourd'hui, on a beaucoup plus des réseaux de camaraderie personnelle qui traversent ce corps des gardiens de la Révolution et qui souvent le dépassent. C'est ce que je montre dans le papier. Et c'est ces réseaux de camaraderie au sein du corps des gardiens de la Révolution qui montrent où est-ce que se déplace le pouvoir. Alors, en tant que corps unifié, les gardiens de la Révolution, au nom du maslahat, sont tenus d'assurer l'intégrité territoriale, donc ils ont une certaine importance. Ils ont un pouvoir constitutionnel. Et ils ont un pouvoir économique également, ça a été beaucoup documenté. Donc ils ont une grande influence par-delà le cadre militaire, le BTP, télécommunications, énergie, culture, etc. Mais ce qu'il faut essayer de saisir aujourd'hui, ce sont ces réseaux de pouvoir et d'influence qui pour certains se sont dessinés dès les années 70, puisque plusieurs révolutionnaires qui sont devenus gardiens ensuite étaient présents au Liban, en Syrie ou en Irak dans les camps de défense de la Palestine.
aussi des réseaux qui se sont formés dans les divisions de la guerre Iran-Irak dans les années 80. Et à l'intérieur même de ces groupes, on a différents réseaux de camaraderie qui sont encore visibles aujourd'hui. Alors, j'en parle plus longuement dans l'article, mais si on prend par exemple la chaîne de commandement du corps des gardiens de la Révolution, donc on a 3 gardiens qui se sont succédés en moins d'1 an, puisque 2 d'entre eux ont été assassinés. D'abord Hossein Salami, qui a été tué en juin 2025, qui a été remplacé par Mohammad Pakpour, qui meurt à son tour dans les frappes de 2026, et qui est lui-même remplacé par Ahmad Vaidi, qui est toujours aux commandes. Ces 3 hommes ne sont pas juste des officiers qui se succèdent par ordre hiérarchique. Ils partagent une même expérience du front, et à l'intérieur même du front kurde, c'est-à-dire parce qu'une partie des gardiens de la Révolution ont fait leur expérience dans la répression des mouvements politiques kurdes pendant la guerre Iran-Irak, dans le territoire iranien. Ça, c'est quelque chose qu'explique très bien Stéphane Dudoignan, qui est un historien qui a publié un livre sur les gardiens de la Révolution en 2022. L'expérience kurde, pour lui, est le ciment fondateur. Et le point commun de ces 3 hommes, avec une légère différence d'âge, mais très légère, c'est cette expérience du front kurde. Et comme les gardiens sont soutenus par le guide suprême puisqu'ils assurent sa défense, plusieurs de ces réseaux sont parvenus à infiltrer les institutions révolutionnaires dont on a parlé, mais également les ministères, la préfecture, le corps diplomatique, parfois sans qualification universitaire adéquate, pour assurer un ordre politique qui est aujourd'hui complètement népotique et qui est à leurs avantages. Et donc cette capture du pouvoir par les gardiens de la Révolution, qui est silencieuse, qui est progressive, mais qui aujourd'hui est assez palpable, elle passe aussi par une espèce de pantouflage ou de cumul des fonctions civiles stratégiques. Et l'exemple le plus frappant, c'est Mohammad Bahrel Zolrad, donc ce fameux secrétaire en chef du Conseil suprême de sécurité nationale. Il a été élu donc en mars 2026 à la suite de Larijani. Et il occupait déjà depuis 2021 un autre conseil révolutionnaire qui est le conseil de discernement. Donc, les 2 organes les plus stratégiques du système. L'un pour la guerre et l'autre pour l'arbitrage législatif de long terme. Donc, c'est assez intéressant de voir à travers l'exemple de Zolrad comment les gardiens de la Révolution parviennent aussi à passer par les institutions qui leur échappaient avant pour maintenir le pays. On parle des gardiens de la Révolution comme si c'était un corps plus ou moins unifié, mais j'imagine que comme toute grosse administration, et là ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, encore une fois, c'est pas que militaire, sécuritaire. En réalité, il y a un rôle économique et même culturel. Dans votre thèse de doctorat, vous avez tout un passage sur les musées qui sont gérés par les gardiens de la Révolution. Donc, quelles sont en fait les lignes de fracture au sein du corps des gardiens de la Révolution? Quelles sont les luttes intestines? Comment est-ce qu'on peut les caractériser? On peut les caractériser par une origine sociologique, enfin, la sociologie est la même, mais je veux dire par l'expérience du front qui définit ces réseaux de camaraderie. Et en fait, le corps des gardiens de la Révolution était déjà très morcelé quand il a été créé en 1979, puisque c'est juste l'assemblage de différentes milices révolutionnaires. Ensuite, il y a eu un certain nombre de divisions pour des prises de poste. Alors, Khalibaf est au cœur d'un certain nombre de luttes intestines aussi, on va en parler juste après. C'est pas forcément d'un point de vue idéologique, je dirais. Il y a quand même une essence même dans le corps des gardiens de la Révolution qui est la préservation du régime, et donc on les appelle les principistes, donc c'est les défenseurs des principes de la République islamique. Idéologues durs un peu. Oui, oui. Mais à l'intérieur de ces idéologues durs, vous avez des pragmatistes. Donc on a le cas de Khalibaf, par exemple, qui sont beaucoup plus ouverts à des négociations, par exemple, avec les États-Unis dans la guerre, qui ont une vision plus technocratique aussi du régime, et donc une idée de faire lever plus vite les sanctions, de lever le gel des avoirs aussi. Et vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus opposés à cette idée de négocier avec les États-Unis, qui ne veulent aucun pourparler, par exemple. Mais ça forme un même corps politique et militaire. Est-ce qu'on a une idée du nombre de gardiens de la Révolution et de ceux qui ont des fonctions plutôt sécuritaires et défense et ceux qui sont dans le monde civil?
Je ne saurais pas vous dire pour les personnes qui ont des fonctions civiles. On peut dire que les estimations tournent autour de entre 150 et 300 000 gardiens de carrière hors Basij, qui est la mobilisation populaire qui a été intégrée au corps des gardiens de la Révolution assez tôt dans le régime islamique. Qui est plus volumineux. Beaucoup plus volumineuse. Je crois qu'on peut. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais on compte en millions là. Alors la question du chiffre, elle est intéressante parce que justement, pourquoi on n'arrive pas à chiffrer ? C'est parce que l'identité même du corps des gardiens de la Révolution devient beaucoup plus poreuse dans les fonctions civiles, dans le business, dans la culture, on en a parlé, et donc il devient très difficile de définir qui est un gardien de la Révolution aujourd'hui. Dans les fonctions militaires, j'imagine quand même qu'il y a des uniformes, des Oui, organigrammes, des chambres de commandement, donc bien sûr. je suppose qu'on n'arrive pas non plus à chiffrer parce qu'il y a une dimension secrète, surtout en période de guerre, ils essayent, j'imagine, de préserver un peu la connaissance fine de leur hiérarchie. Aussi, mais quand on a des entreprises, par exemple, qui ont été créées par les gardiens de la Révolution, qui sont, je ne sais pas, spécialisées dans la désalinisation ou dans le déminage d'actualité quand même, les ingénieurs, par exemple, qui vont rejoindre ces entreprises, vont être concernés par des mesures de sanctions, par exemple, mais elles ne sont pas forcément gardiens de carrière. Mais ils vont avoir un lien d'allégeance quand même à ce corps des gardiens de la Révolution, non pas forcément pour des raisons idéologiques, mais parce que pour des raisons d'intérêt économique pur. Donc c'est ça qui est compliqué à saisir. Vous avez évoqué là, au cours de notre entretien plusieurs personnalités, le nouveau guide, Mojtaba, Khalibaf, le président du Parlement, Vahidi, etc. Quelles sont aujourd'hui les personnalités qui vous semblent vraiment les plus importantes dans le système iranien ? D'abord, il faut toujours donner de l'importance à Mojtaba Ramenei parce que ça a été beaucoup discuté. Le fait d'une succession après Ali Ramenei, c'était pas forcément obligatoire. On aurait pu voir un coup d'État silencieux qui devenait plus sonore pris par les gardiens de la Révolution. Sa légitimité reste fragile, mais c'est quelqu'un qui a une expérience politique assez longue depuis les années 2000, qui a un empire économique, encore une fois, qui maintient cette fonction symbolique qui est très importante pour la défense du territoire iranien face aux agresseurs extérieurs, et qui conserve cette autorité ultime constitutionnelle derrière chaque gardien, chaque décision, chaque conseil. Donc, c'est pas parce que Mojtaba Ramenei a un caractère plus discret et qu'il est vraisemblablement blessé et donc caché qu'il n'a pas d'influence. Et je dirais que d'autres personnalités importantes sont les hommes de la situation dans la guerre pour conduire la guerre, toujours avec l'ombre du guide, mais qui sont en train de se créer une légitimité dans ce conflit qui est en train de s'enliser et qui parfois est à l'avantage de l'Iran sur un certain nombre de points. Alors il y a d'abord Ahmad Vahidi, qui est le commandant en chef du corps des gardiens de la Révolution, qui apparaît un peu comme le faiseur de roi en ce moment, puisque c'est lui qui a nommé ce fameux Al-Khadr, donc ce camarade du front de la guerre Iran-Irak au secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale, malgré les réticences du président de la République. Donc encore une fois, ça montre la perte. Ça a toujours été une position très faible d'être président de la République. Et troisièmement, justement, Al-Khadr, qui pantoufle et qui cumule un certain nombre de fonctions stratégiques et qui est un seul homme à la tête de deux organes très importants dans le système et pour conduire la guerre, à la fois sur le plan intérieur et extérieur. J'ai pensé aussi à une autre figure dont on a très peu entendu parler ces derniers mois, qui est Mohsen Rezaei, qui a été le chef du renseignement iranien dans les années 80, qui a des fonctions éditoriales dans un journal principiste qui s'appelle Tabnak, et qui, lui, a une qualité stratégique assez importante, qui avait même été reconnue par le SDEC à l'époque pour sa capacité à déléguer le pouvoir dans le renseignement iranien, et qui reste encore très silencieux, mais il est toujours actif. Donc, si c'est l'époque du SDEC, on imagine qu'il n'est pas tout jeune. Je précise simplement pour les plus jeunes auditeurs que le SDEC est l'ancêtre de la DGSE. Il n'est pas tout jeune, en effet. Il fait partie de la deuxième génération du corps des gardiens de la Révolution. Mais quand on parle de génération pour les gardiens de la Révolution, c'est des écarts d'âge qui sont très minimes. On parle de 2-3 ans d'écart. Donc je crois qu'il est né au début des années 60 ou fin des années 50.
Et il n'y a pas une fracture générationnelle, justement, au niveau des gardiens de la Révolution ? Si, complètement. Et c'est la thèse de Stéphane Dudoignan, justement, où il y a eu des opérations de changement de structure, qu'on appelle changement de structure en 2019, où on a mis en retraite anticipée un certain nombre de gardiens de la Révolution pour faire la place aux plus jeunes. Donc effectivement, parce que les gardiens qui arrivent aujourd'hui et qui sont conscrits n'ont pas connu la Révolution, n'ont pas connu la guerre et donc n'ont pas du tout la même vision du pouvoir que l'ont eu les premières générations du corps des gardiens de la Révolution. Donc effectivement, il y a cette fracture, mais là, est-ce qu'on la voit ? Pas encore tout à fait. Et enfin, une personnalité qui est vraiment centrale et qui arrivait à pas de loup, c'était Mohamed Bahed Khalibaf, qui est chef du Parlement, qui a été nommé négociateur en chef dans la guerre par le Conseil suprême de sécurité nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil de sécurité nationale a placé Khalibaf au-dessus de l'autorité gouvernementale. C'est pas inscrit dans la Constitution, mais c'est très intéressant parce que ce conseil a décidé, déjà s'est affranchi de l'ordre constitutionnel pour nommer quelqu'un à la tête des pourparlers. Et surtout, peut-être que Khalibaf va avoir de plus en plus d'influence justement pour conduire la guerre et ensuite gouverner le pays en tant que chef du Parlement. Donc ça, le cas de Khalibaf est très intéressant parce que justement, c'est un gardien qui a pris ses distances vis-à-vis du reste du corps des gardiens et des principistes. C'est une querelle qui remonte à un certain nombre d'années, mais dès les années 2010, Khalibaf s'était plusieurs fois présenté à l'élection présidentielle et donc ses camarades du camp principiste n'ont pas voulu retirer leur candidature pour laisser Khalibaf gagner. Donc il y a eu une espèce de fracture au sein du Front de stabilité, qui est le Front Peydar, qui est une mouvance politique en Iran principiste. Et dans la gestion de la guerre, Khalibaf est beaucoup critiqué par les principistes et les éditorialistes de ce mouvement s'en donnent à cœur joie parce que on le trouve beaucoup plus trop permissif à l'égard des États-Unis, notamment sur la question du détroit d'Ormuz, pas assez dur pour le fermer. Vous pensez que ça peut mettre en danger Khalibaf ? Comment se traduisent en fait ces luttes de pouvoir ? Est-ce que ça peut se traduire par une élimination, j'allais dire, bureaucratique, par des votes qui le destitueraient de son poste de président du Parlement, par une action violente peut-être contre lui, d'une partie des gardiens voilà. Je dirais action plus pernicieuse, assassinat ciblé ou quelque chose, un accident qui se produit. Alors ça, c'est une spécialité quand même du régime iranien. Et effectivement, par des manœuvres institutionnelles aussi. Alors peut-être pas pour le destituer du Parlement, mais par exemple, tout l'intérêt d'avoir nommé Zolkhadr au Conseil de sécurité nationale, c'est de faire un contrepoids face au Parlement. Et donc, Khalibaf ne pourra pas créer cette espèce de gouvernance législative qu'il voudrait. Mais encore une fois, ça dépend des soutiens de Khalibaf en interne et de voir comment lui parvient à continuer à faire son trou, si je puis dire, pour avoir plus d'influence et voir aussi comment ces fonctions exécutives qui lui ont été données se réalisent et s'écrivent dans le texte. Toute dernière question pour terminer notre entretien. On n'a quasiment pas parlé en réalité de la guerre et des opérations récentes, donc on est à la toute fin juillet, dans une phase où, après quelques jours d'accalmie, l'opposition et les frappes ont repris. Quel est votre sentiment là sur l'évolution de la guerre ? Quel scénario vous semble le plus probable ? Alors, à l'échelle intérieure, d'abord, parce que c'est important de comprendre pour savoir qui conduit cette guerre, on voit très bien que le système a une capacité de recomposition en interne qui déjoue tous les pronostics, y compris les miens d'ailleurs. Et dans le contexte de la réescalade militaire, de l'échec du mémorandum qui était déjà très fragile, finalement on voit très bien que les États-Unis s'enlisent dans une situation qu'ils ont créée et qu'ils ne maîtrisent absolument plus. Je crois qu'il n'y a qu'à regarder l'état des munitions et des stocks. Je crois qu'on parle de 60% de moins pour
les patriotes et les TAD. Et ça, c'est sur certaines munitions particulières. On a fait une émission spécifique sur ce sujet avec Jean-Christophe Noël et Elie Tenenbaum qui ont fait une étude que vous pourrez retrouver sur le site de l'IFRI sur le bilan de Epic Fury. Avec des blocages en interne aussi à l'échelle sénatoriale. Et ce qui a été intéressant dans cette parenthèse du mémorandum, même si le mémorandum, encore une fois, n'était pas un protocole de paix, était complètement bancal, signé par le président de la République en n'ayant donc aucune valeur de la réalité du pouvoir. Mais ces négociations ont montré la capacité du régime iranien à négocier dans la résilience la plus totale, sans lâcher, malgré une situation économique qui est catastrophique pour le pays, aux dépens de la population aussi, et de la décision populaire. Et il y a vraiment une logique de l'usure des parties adverses pour les faire capituler sur des petits éléments de négociation. On parle de la levée des sanctions, du gel des avoirs, la souveraineté sur le détroit d'Ormuz aussi qui est beaucoup discutée, l'intégration du Liban dans les territoires en guerre. Et cette usure, elle est pratiquée par un certain nombre de manœuvres. On en a déjà parlé dans la dernière émission, mais c'est cette défense en mosaïque où on agit sur plusieurs fronts. Donc il y a le minage et le blocage du détroit d'Ormuz, mais il y a aussi la mobilisation des proxys. En ce moment, c'est au Yémen et en Irak, mais ça peut être ailleurs. La fermeture de Bab el-Mandeb. Et cette pratique de l'usure, je pense, va continuer au moins jusqu'au mi-terme aux États-Unis à l'automne, et qu'on restera dans cette situation incertaine encore quelques mois. Il faut peut-être la mentionner un point, c'est qu'en réalité, l'Iran a les moyens et peut décider de peser sur les mi-termes, parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent reprendre un blocage d'Ormuz ou autre, ce qui en soi mérite d'être noté. J'ai l'impression qu'ils le font déjà. Oui, mais on est encore à plusieurs mois des mid-terms. Oui. Et quand bien même ça se calmerait, il pourrait très bien reprendre juste avant. Bien sûr. Il y a une logique du temps long. De toute façon, c'est un régime qui s'est construit sous sanction. Donc, c'est leur ADN aussi. Et il faut voir ce que décide l'administration Netanyahou, parce que jusqu'alors, elle a été assez silencieuse depuis, je dirais, 2 mois. Alors, je sais que le président Trump a rencontré Netanyahou pour la première fois il y a quelques jours depuis février 2026. Et les élections en Israël en octobre. Il y a des élections à l'automne aussi, mais même si Netanyahou n'était pas réélu, il y a beaucoup d'opposants au Premier ministre israélien qui ne veulent pas du maintien des proxys iraniens dans la région non plus. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Ça fait même consensus, évidemment, dans la classe politique israélienne, puisque c'est une menace directe. Complètement, droite et gauche comprises, oui. Donc, la suite de la guerre doit s'observer dans cette réaction israélienne, peu importe si c'est Netanyahou ou non. Et alors, je laisse le soin à d'autres spécialistes d'interpréter la participation de Kiev fin juillet, il y a quelques jours, aux attaques de drones dans la mer Caspienne. Mais là aussi, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu une attaque ukrainienne contre un navire battant pavillon iranien en mer Caspienne. Les Iraniens ont protesté en expliquant que c'était un navire civil. Les Ukrainiens ont expliqué que c'était vraisemblablement un navire dont la cargaison pouvait servir dans le domaine de la défense sans que ce soit nécessairement à coup sûr des armes en tant que telles qui étaient chargées sur ce bâtiment. Oui. Alors cet épisode peut être juste un bref instant, une incompréhension, un accident, etc. Mais ça montre aussi que, conformément à ce qui avait été beaucoup dit et anticipé, le conflit se mondialise vraiment. Et on le voit ces derniers jours avec des opérations conjointes saoudiennes et américaines aussi, qui ont tué des officiers du corps des gardiens de la Révolution encore hier, donc au 29 juillet. On voit une extension aussi du front en Jordanie, puisque l'Iran frappe des installations militaires américaines en Jordanie, des frappes très ciblées aussi sur les oléoducs saoudiens et les installations militaires en Irak. Donc, effectivement, il y a une généralisation du conflit qui semble ne pas s'arrêter et qui ne s'arrêtera pas, à mon sens. Et ce que je peux dire avec certitude pour revenir à cet article, c'est que cette théorie du changement de régime qui a beaucoup été maintenue et qui a un petit peu aussi les raisons de l'hostilité vis-à-vis de l'Iran, s'est révélée empiriquement fausse.
parce qu'il est très difficile de renverser ce pouvoir, parce que celui-ci ne repose pas sur un centre unique, mais sur des réseaux d'allégeance qui savent se redistribuer très vite. Donc on ne verra jamais, à mon sens, un effondrement brutal, mais la poursuite de cette recomposition silencieuse pour maintenir l'intégrité territoriale avec plusieurs leviers de négociation et de pression. Sophia Maroug, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande de lire son article à paraître début septembre dans la revue Politique étrangère, ainsi que son livre qui paraîtra aux presses universitaires de France. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. L'IFRI est une fondation reconnue d'utilité publique dont le fonctionnement dépend du mécénat d'entreprises et de particuliers. Votre soutien est essentiel pour permettre aux chercheurs de continuer à produire des analyses de qualité. Pour vous informer sur les modalités de dons, rendez-vous sur notre site internet www.ifri.org. Merci d'avance pour votre soutien et à bientôt pour un prochain épisode.